toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'IEC Talks. Je me présente Hafed Inès, étudiante à l'École nationale polytechnique et je suis accompagnée de mon camarade Benhamouch Houssine, également étudiant à l'École nationale polytechnique en management industriel. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est un enseignant-chercheur à l'École nationale polytechnique, c'est Monsieur Iskandar Zouari. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation d'abord, mais aussi je tiens à remercier et féliciter IEC. Donc, à travers Yasmine Zitouni, pour ce type d'initiative qui permettent aux futurs étudiants et aux professionnels de se rapprocher des concepts du génie industriel, notamment du management industriel. D'accord, merci déjà beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir donné un peu de votre temps. On fera un bref retour, Yasmine, quand elle regardera ce podcast. Pour commencer, monsieur, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, etc. Une brève présentation sur vous, sur vos plans de carrière, etc. Donc, tout d'abord, je suis le docteur Iskandar Zouari. Je suis enseignant-chercheur au département génie industriel de l'École nationale polytechnique, principalement spécialisé en logistique et supply chain management, mais également en système d'information, donc intégré dans la logistique et le supply chain. Et je m'intéresse à plusieurs domaines, notamment les domaines de recherche relatifs au comportement des acteurs dans les supply chains, au système d'information, technologie de l'information appliquée dans le domaine des supply chains. Et j'ai supervisé un certain nombre de projets, donc des projets de recherche internationaux, nationaux, mais également je suis aussi auditeur senior certifié en logistique et performance opérationnelle, où j'ai eu, on va dire, une petite expérience dans le domaine du supply chain management, une petite expérience qui dépasse un peu les 15 ans. Petite expérience qui dépasse les 15 ans. Je vais essayer de... j'ai une petite expérience. Je la considère quand même très petite. J'ai une petite expérience en fait d'un peu plus de 15 ans sur les domaines de la supply chain. Et j'ai notamment brassé plusieurs secteurs d'activité. Donc j'ai eu la chance justement de brasser plusieurs secteurs d'activité et qui m'a permis justement d'avoir une vision assez intéressante et assez globale du domaine du supply chain, mais également des systèmes d'information. Donc je suppose qu'on aura l'occasion justement de discuter plus en détail les différents points. Bien sûr. Donc monsieur, vous avez dit que vous étiez enseignant-chercheur à l'École polytechnique. Donc en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est l'enjeu actuel de la supply chain et des systèmes d'information futurs et actuels dans le domaine industriel en fait. Donc en fait, le supply chain management ou la logistique est un domaine qui reste vital pour les entreprises. Donc aujourd'hui, plusieurs enjeux sont à mettre en avant, notamment les enjeux relatifs à l'infrastructure. Lorsqu'on parle de l'infrastructure, c'est de l'infrastructure physique, notamment les routes, les ports, les aéroports, ainsi de suite, avec lesquels interagissent les entreprises pour pouvoir en fait assurer leurs activités logistiques. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des enjeux en fait de maîtrise des opérations, de maîtrise des activités logistiques, notamment les activités d'approvisionnement, d'achat, de production, de distribution, ainsi de suite. Deuxième niveau d'enjeux, les enjeux de digitalisation, c'est-à-dire de l'infrastructure informationnelle, mais également des technologies de digitalisation. Donc on peut invoquer également un troisième point qui est celui de la maîtrise des risques et de la résilience auxquels font face les entreprises. Aujourd'hui, le monde évolue dans un environnement qui reste relativement complexe,
avec une incertitude assez importante. Donc, les entreprises doivent relativement donc, maîtriser ces risques-là et développer en fait une certaine résilience de leur chaîne logistique. Et en dernier point, donc, un autre enjeu qui reste un enjeu de taille pour les entreprises, qui est celui de la durabilité. Donc la durabilité reste un enjeu majeur aujourd'hui, donc avec toutes les approches, éventuellement, donc, on aura l'occasion de les discuter. Donc les enjeux de recyclage, les enjeux de récupération, les enjeux d'impact sur l'environnement, notamment l'impact CO2, ainsi de suite. Très bien. Bon, pour ma part, c'était très clair. Par contre, j'ai une petite question. J'ai vu, d'après votre réponse, que la supply chain, c'est un domaine très, très large. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est que la supply chain? En fait, pourquoi je dis que c'est une petite expérience? D'abord, parce que le monde de la supply chain, c'est un monde très complexe. Et celui des systèmes d'information encore plus. Donc lorsqu'on on intègre en fait les deux domaines, donc ça va donner une complexité assez importante. Et plus on a de retours, plus on a d'expérience, donc ça reste une expérience relativement donc, limitée au domaine que nous avons un petit peu brassé. Donc la supply chain en fait, ou la chaîne logistique, ou la chaîne d'approvisionnement, pardon, donc comme le conceptualise un certain nombre donc soit de professionnels ou d'auteurs académiciens, donc est un ensemble en fait d'acteurs donc qui vont interagir entre eux. Donc ça c'est une définition qui est relativement simple, qui vont interagir entre eux pour pouvoir en fait transformer donc des inputs qui sont les matières premières en output de produits donc qui sont donc des produits qui vont satisfaire un certain nombre de besoins clients. Et donc la supply chain en fait elle va intégrer l'ensemble des acteurs en partant justement des matières premières jusqu'au client final, en intégrant l'ensemble de ces acteurs à travers un certain nombre d'approches qui peuvent éventuellement donc, permettre d'améliorer les activités, d'optimiser les activités, mais également donc, de rationaliser les flux entre les différentes entreprises. Très bien. Donc en fait, avec l'apparition de plusieurs technologies, comme par exemple l'IoT ou le cloud computing, la blockchain même, en fait, quels conseils vous pouvez donner aux entreprises, ou même ce que vous avez observé durant votre parcours, quels conseils vous pouvez donner à ces entreprises-là pour améliorer leur processus logistique? Donc en fait, ça rejoint un peu, c'est la suite de la réponse à ma question précédente. Vous avez parlé de cloud computing, vous avez parlé de IoT, donc Internet des objets, ou les objets connectés en fait. Mais également donc, la notion de blockchain, donc qui reste des technologies, on ne va pas dire très très avancées, c'est vrai que les technologies sont très avancées, mais que ces dernières en fait sont utilisées par plusieurs entreprises. Donc par exemple, lorsque je vous parle de compréhension et d'adaptation par rapport à l'environnement, donc les entreprises ont besoin en fait de technologies d'acquisition de données, et parmi ces technologies d'acquisition de données, on retrouve en fait les capteurs donc, qui vont être placés donc, dans un certain nombre de ressources, notamment les machines, les camions ou les entrepôts, ainsi de suite, récupérer les données, donc analyser les données à travers, par exemple, des algorithmes d'analyse de données ou des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ces technologies-là vont permettre d'une part d'avoir un premier niveau de maturité en récupérant ces données-là, en les utilisant, et surtout dans le cadre des supply chains qui vont avoir besoin justement d'acquérir des données en temps réel. Mais on peut utiliser, bien sûr, puisqu'il s'agit de supply chain, il s'agit de plusieurs acteurs. Donc les entreprises ont besoin justement d'une plateforme commune, notamment donc, à travers le cloud computing. Donc généralement, ces données-là, puisqu'elles sont massives, sont hébergées dans beaucoup de cas dans des data centers. Donc ces data centers sont disposés par des opérateurs donc, qui vont proposer un service d'hébergement. Donc soit on a infrastructure as a service, donc une infrastructure donc, comme un service, une plateforme as a service or software, ou software as a service, et qui vont permettre en fait de constituer soit des communautés publiques ou privées et d'intégrer en fait toutes les applications, donc les SaaS, donc toutes les applications
dans un serveur donc, qui est disposé en fait chez un prestataire. Et pour le troisième concept, donc juste pour un peu finir par rapport à ce point, pour par exemple le concept de blockchain, donc dans les supply chains, donc il y a la notion de traçabilité qui reste une notion très importante. Cette notion-là peut éventuellement donc, se concrétiser à travers des technologies classiques, notamment donc, l'utilisation de la RFID, l'utilisation des codes à barres, des data matrices, des codes QR, donc, comme on les connaît aujourd'hui. Mais on peut éventuellement donc, sécuriser en fait, ces données-là dans un réseau, donc dans un système, à travers des blockchains. Donc les blockchains, en fait, c'est des blocs on va dire, de cryptage des différentes transactions qui vont se faire entre les différentes entreprises. Donc, on peut éventuellement donc, sortir avec un concept comme par exemple la monnaie donc, électronique, comme les bitcoins par exemple, puisqu'il s'agit en fait de témoins des échanges entre les différentes entreprises, mais on peut également donc, parler par exemple de smart contracts, les contrats intelligents qui vont nous permettre justement un peu de sécuriser les échanges entre ces différentes entreprises. Donc ces technologies-là sont des technologies très utilisées donc, dans beaucoup d'entreprises et nous avons eu justement l'occasion de superviser plusieurs projets, notamment à l'École nationale polytechnique, de développement de blockchain, de développement par exemple de solutions business intelligence à travers donc, la disposition de ces solutions donc, dans le cloud, tout en assurant bien sûr donc, les différentes contraintes et problématiques liées à la sécurité des données. Donc aujourd'hui, à travers un certain nombre de contrats, bien sûr, la sécurité des données reste une problématique assez, on va dire, regardée de près par les entreprises, puisqu'il s'agit en fait de leur devenir et de leur activité, on va dire, stratégique. Donc on essaye du mieux que possible en fait, d'assurer cela à travers des solutions, notamment par exemple des solutions de blockchain. Donc, par exemple, nous avons eu un projet de sécurisation donc, des flux relatifs aux ressources d'une multinationale dans le domaine des services oil and gas et qui nous a permis justement de développer avec des étudiants de l'école polytechnique une blockchain donc, qui permet justement de sécuriser, de tracer ces différentes ressources, bien sûr, dans le monde. C'est-à-dire que les ressources, en fait, se déplacent un peu d'un continent à un autre. Donc cela nous permet, pas de couvrir, bien sûr, tous les continents et toutes les ressources, mais au moins un certain nombre de ressources qui rentrent, en fait, en Algérie. Voilà. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est pas, on va prendre un tout petit exemple de production. Ok. C'est pas on attend juste la matière première des fournisseurs, on produit le produit, on le distribue et on le vend. Ça, c'est les problèmes classiques. Sinon, il y a vraiment des problématiques, les Meibanouch au premier abord, mais c'est on va dire, les principaux défis auxquels fait face l'entreprise, alors que forcément, Meibanouch, mais du coup, à l'international, bien sûr, le monde de la supply chain management, genre, quels sont les défis des entreprises? ماشي غير هذوك تاع quotidien les on va dire les banaux genre les vrais défis. Donc en fait les défis liés à la supply chain sont divers bien sûr et vu que la supply chain donc où le supply chain management donc, va aborder en fait des problématiques de tous les niveaux, donc du niveau opérationnel, du niveau tactique et du niveau stratégique. Donc généralement, donc, on peut éventuellement traiter des problématiques qui sont liées à la stratégie, donc notamment la stratégie de la supply chain en amont, la stratégie de la supply chain en interne et la stratégie de la supply chain en aval. Donc pour la stratégie de la supply chain en amont, donc, nous pouvons en fait mettre en avant déjà donc la problématique des achats. Donc la problématique des achats peut être très simple en fait, mais elle peut être très complexe.
puisqu'il s'agit en fait de gérer plusieurs fournisseurs et éventuellement, donc parfois dans certains cas, certaines entreprises, notamment des multinationales, peuvent avoir par exemple à gérer plus d'une dizaine de milliers. Parfois, ça peut arriver à 70 000 fournisseurs en fait. Et là, nous avons besoin d'approches très sophistiquées en fait pour pouvoir d'abord segmenter par exemple ces fournisseurs-là, pour pouvoir déterminer donc quels sont les fournisseurs avec lesquels nous devons avoir des relations très rapprochées ou des relations stratégiques, quels sont les fournisseurs avec lesquels nous devons en fait avoir des relations contrôlées, qu'on doit en fait contrôler à travers par exemple des indicateurs de performance, ou par exemple quels sont les fournisseurs avec lesquels nous devons avoir des relations, on va dire, qui peuvent éventuellement être gérées d'une manière assez simple. Donc, la même chose en fait pour la supply chain en interne. Donc, dans la supply chain en interne, donc il s'agit de production. Donc, la production, donc on peut produire un seul produit ou plusieurs produits. Donc, la variété en fait des produits va impacter la complexité de la supply chain. Et vu qu'elle va impacter la complexité de la supply chain, donc on a besoin en fait de comprendre d'abord donc comment fonctionne le système industriel, comment fonctionne le système de production, comment interagit ce système de production avec le système des achats et des approvisionnements, et comment on peut par exemple stocker les produits, constituer des stocks intermédiaires entre les différentes opérations, surtout lorsqu'il s'agit en fait d'opérations qui peuvent intégrer donc la fabrication de plusieurs produits à la fois. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des flow shop systems, donc des systèmes de production en ligne. On peut avoir des systèmes de production par îlot, par technologie, donc les job shop systems. Et là, en fait, tout cela, en fait, va aussi interagir avec la supply chain en aval, donc lorsqu'il s'agit de distribution. Donc, comment on peut réfléchir, par exemple, à distribuer nos produits, quels sont les niveaux ou les échelons qu'on aura, en fait, entre l'entreprise et le client final, et comment on peut, par exemple, optimiser donc, la localisation des entrepôts de stockage, par exemple, des points de vente, avec quel point de vente donc, on peut travailler, comment on peut éventuellement récupérer de l'information, donc on revient à l'information, récupérer de l'information donc, à travers un certain nombre d'approches aussi collaboratives, notamment donc, le CPFR, le Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, et qui peut aider les entreprises donc, en signant des contrats pour le partage d'informations, à échanger l'information et réduire ce qu'on appelle la distorsion de l'information au sein de la supply chain. Mais on revient aussi, donc ça, c'est juste la complexité en fait de la supply chain. Mais imaginons que en rajoutant donc un autre niveau de complexité, en internationalisant donc cette supply chain. Donc lorsqu'on parle de international supply chain, la supply chain internationale, le global supply chain, donc on va rajouter en fait d'autres contraintes, notamment donc les contraintes par exemple réglementaires. Donc lorsqu'il s'agit justement de traiter un système juridique et plusieurs systèmes juridiques, donc l'entreprise doit un peu composer avec les différents systèmes, intégrer cela justement dans les approches de la supply chain, chose qui n'est pas toujours facile. Un autre problème donc, qui est celui du problème de la devise en fait. Donc elle ne va pas travailler avec la même devise, donc il faut des montages en fait à la fois financiers et fiscaux pour pouvoir en fait rentabiliser la supply chain, mais on peut avoir d'autres problématiques liées par exemple aux problèmes culturels, aux problèmes de management en général, donc en intégrant en fait plusieurs pays, plusieurs systèmes, plusieurs modes de fonctionnement, plusieurs écoles on va dire de pensée, plusieurs réflexes de travail, donc par exemple travailler entre les pays par exemple des Amériques, les pays asiatiques, les pays européens, les pays africains. Donc il faut essayer justement de trouver un équilibre en fait entre ces différents pays pour pouvoir gérer la supply chain, tout en sachant que aussi donc on peut avoir des problématiques liées justement par exemple aux coûts. Les coûts de transport, donc en gérant les coûts de transport liés donc au flux
qui vont un peu parcourir donc un pays, qui vont parcourir plusieurs continents, ce n'est pas la même chose. D'autant plus que, pourquoi je parlais tout à l'heure de l'environnement de l'entreprise, parfois en fait on peut envoyer par exemple notre marchandise donc à travers ou nos ressources par exemple de production ou autre à travers les, donc les solutions on va dire navales, mais parfois donc on doit justement utiliser les solutions par les airs, et là ça risque de coûter en fait trop cher, et ça va dépendre en fait du type de flux de la demande du client, ça va dépendre en fait de la nature de la demande en fait qui peut éventuellement être différente d'un cas à un autre. D'accord. Très bien, donc en fait vous avez parlé de supply chain au niveau international et des défis majeurs de la supply chain de manière générale. Oui. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la supply chain locale et la supply chain internationale? Est-ce qu'on peut considérer que la supply chain internationale est plus complexe ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Oui, donc généralement en fait, dans la plupart des cas, bien sûr, la supply chain, lorsqu'elle est internationale, va rajouter de la complexité à la supply chain, donc à la chaîne logistique, aux interactions entre les différentes entreprises, aux différents acteurs. Mais tout dépend justement de la complexité. C'est pour ça que dans la plupart des cas, la première des choses justement à faire lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit d'analyser une supply chain, c'est de commencer par la mapper. C'est de commencer justement par la caractériser, la comprendre, la cartographier pour pouvoir en fait déterminer le niveau de complexité, notamment donc, le nombre d'échelons, le nombre d'entreprises par échelon. Et cela va permettre en fait aux professionnels, aux managers de déterminer le niveau de complexité. Donc parfois, par exemple, on peut éventuellement avoir une supply chain locale avec un nombre d'échelons, donc qui va aller jusqu'à 4, 5, 6 échelons, avec peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'entreprises par échelon, pour ne pas dire plus. Donc là, la supply chain locale va être très complexe et parfois, en fait, en gérant la supply chain internationale, donc on va avoir par exemple juste une simple relation dyadique, c'est-à-dire qui va lier en fait l'entreprise avec un fournisseur, et parfois en fait l'entreprise ne fait que distribuer les produits en fait dans un pays. Donc, ça va dépendre en fait d'un certain nombre de paramètres, d'où la nécessité d'avoir recours en fait à des approches structurées, pour ne pas dire scientifiques, pour pouvoir en fait adapter les solutions à cela. Donc toujours, on peut éventuellement donc dire que la supply chain internationale est une supply chain donc qui reste relativement complexe, mais parfois en fait on peut trouver une supply chain locale qui est beaucoup plus complexe que la supply chain internationale. En fait, ça dépend vraiment des pays. Si on prend pour exemple, on va dire, je sais pas, c'est allemand, le Japon. 80% territoire, c'est des montagnes. C'est très difficile de se déplacer, peut-être de transporter les produits. Par contre, si on prend un pays où les routes sont déjà tracées, on va dire l'environnement le permet plus, ce sera plus facile. C'est vraiment situationnel. Oui, bien sûr. C'est pour ça que la première couche, en fait, par exemple, à analyser dans une chaîne logistique, c'est un peu le système logistique, c'est l'infrastructure. Donc l'infrastructure, parfois, en fait, par exemple, dans des pays où des parties, en fait, soit en Algérie, en Afrique, ou dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, en Asie, donc par exemple au Japon. Donc on a des passages en fait qui sont très complexes à gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une rupture en fait en termes de flux. Et on a besoin en fait de trouver des solutions pour pouvoir faire passer la marchandise d'un point à un autre. Donc certains utilisent par exemple les airs, où ça peut être un peu, ça peut coûter trop cher. Donc vous pouvez par exemple voir les projets qui sont lancés par plusieurs pays, notamment la Chine, qui vont un peu dérouler un pont sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Par exemple sur des fleuves ou sur
des mers qui vont permettre, enfin principalement des fleuves par exemple, et qui vont juste assurer en fait le lien entre un point et un autre, donc un point géographique et un autre. Et ceci, bien sûr, donc, va permettre d'une part, pardon, de dynamiser donc les localités ou de dynamiser donc les espaces géographiques et d'autre part de rentabiliser, de rationaliser le flux entre ces différentes parties. Donc, vous avez raison, donc parfois, il y a des cas où, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, donc l'expérience en fait elle est relative parce qu'on a tellement de cas et tellement de paramètres, donc où plus on va un peu cerner en fait ces paramètres-là, ces paramètres de complexité, plus on va mettre en avant les paramètres les plus importants et plus on va essayer de comprendre la supply chain tout en sachant que, donc je rajoute juste une petite parenthèse, que la supply chain, ce n'est pas que les flux physiques, hein. Donc c'est les flux physiques, c'est les flux d'informations, donc on a toute l'intégration en fait des différents systèmes d'information. Parfois lorsque vous parlez d'une montagne, donc parfois on peut éventuellement ne pas avoir de solution de communication dans un certain nombre d'endroits où on a besoin justement d'utiliser des systèmes un peu, on va dire, qui vont être un peu simples, si j'ose dire, pour pouvoir régler le problème de communication. Et parfois, donc, certaines entreprises vont être créées, en fait, ou utiliser un business model juste pour la traçabilité, pour la communication des informations. Donc, il y a une entreprise qui va être créée juste pour, en fait, lier ou avoir une visibilité sur le flux, sur une petite partie, en fait, géographique. Je m'excuse. Donc, je rajoute aussi, donc, que la supply chain, ce n'est pas que des flux physiques et des flux d'informations, c'est aussi des flux financiers. Donc la partie financière, elle est très importante dans la supply chain. Et la partie aussi connaissance, donc elle est très très importante. C'est-à-dire que plus on va partager de la connaissance entre les différents acteurs de la supply chain, plus on va comprendre comment fonctionne cette supply chain, plus on va pouvoir en fait l'optimiser. C'est pour ça qu'on a recours de plus en plus aux technologies de l'intelligence artificielle pour pouvoir modéliser, structurer en fait le modèle, ou on va dire, on l'appelle aussi donc la théorie locale en fait, par rapport à une situation donnée. Voilà. D'accord. En fait, justement, j'allais vous interrompre pour faire le point. Il y a des entreprises spécialisées dans, on va dire, pour faciliter les flux d'informations. Vraiment des milieux, on va dire, hostiles. Les entreprises, ils savent, il y a des milieux où telle entreprise, elle n'a pas le temps, peut-être même pas les moyens de développer de la recherche pour faire de la recherche avec le domaine. Du coup, c'est des sous-traitants, donc les entreprises, c'est Adhom Tani qui sous-traitent le travail. Donc les entreprises, pour trouver des solutions, ils sont dans le monde de la data science, ils font de l'analyse de données, etc. Ce qui est un point très très important pour la supply chain management. Pour vous, quelles sont les meilleures pratiques les sous-traitants pour appliquer ou exploiter les technologies dans ce domaine? Oui, donc meilleure pratique, donc ça peut être valable pour les sous-traitants, mais ça peut aussi être valable pour les entreprises. Généralement, donc, les meilleures pratiques, c'est de commencer par évaluer le besoin. Donc, une entreprise va devoir, en moins, savoir évaluer ses besoins. Beaucoup d'entreprises ne savent pas le faire. Et parfois, donc, déjà pour l'évaluation du besoin, l'entreprise devrait éventuellement donc s'orienter vers des personnes qui savent le faire. Notamment, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises s'orientent vers des cabinets de conseil pour pouvoir en fait d'abord évaluer leurs besoins par rapport à certaines problématiques. Donc, une fois que l'entreprise évalue le besoin, elle peut éventuellement donc évaluer son niveau, on va dire, d'acceptation de cette technologie-là. Donc, certaines entreprises ont un staff qui est relativement donc, sensible aux technologies. D'autres entreprises ne l'ont pas. Donc là, il y a aussi le volet un peu de la formation. Une fois donc, les besoins identifiés, donc les technologies doivent être aussi identifiées.
Et il faudrait justement que ces technologies-là doivent être adaptées. Il faudrait qu'elles soient adaptées justement au type de besoin. Donc, dans certains cas, on a besoin de technologies assez, on va dire, assez simples. Et parfois, donc dans d'autres cas, on a besoin de technologies qui sont très développées et très sophistiquées, notamment donc l'utilisation des big data, l'utilisation des data science, l'utilisation des technologies où on peut aller, par exemple, jusqu'aux digital twins, les siamois digitaux, dans certaines entreprises pour pouvoir assurer, par exemple, la maintenance, assurer la maîtrise des entreprises. Et même parfois, en fait, par exemple, pour la formation, pour l'adaptation en fait, de ces éléments, certains travaillent même, donc, notamment donc, mon ancien étudiant donc, en génie industriel travaille par exemple sur l'intégration des métaverses dans cette optique d'apprentissage dans les supply chains. Donc, les meilleures pratiques, c'est d'abord de comprendre le besoin, d'évaluer donc les capacités de l'entreprise, notamment donc en menant par exemple un audit informationnel pour pouvoir déterminer quel est le niveau de maturité de l'entreprise et voir donc comment l'entreprise peut s'adapter ou s'aligner en fait avec son environnement, avec le type de problématique et son environnement. Parce que parfois en fait, même si l'entreprise va éventuellement, c'est pour ça qu'on a l'approche de supply chain, donc l'approche globale, elle est très importante. Parfois, même si on est excellent, on est bon, donc si on n'a pas un fournisseur, donc il y a un système d'information ou un distributeur qui a un système d'information ou par exemple un partenaire donc, qui a un système d'information adapté, donc on ne peut pratiquement donc, rien faire avec rien faire dans toute cette supply chain et généralement donc l'entreprise peut éventuellement amener les partenaires à investir avec elle ou par exemple à investir seul. Tout dépend de la relation de pouvoir que l'entreprise a avec ses différents partenaires pour pouvoir en fait développer la supply chain, la rationaliser encore plus. Et voilà, donc j'espère que ça répond un peu à votre question. Ça répond beaucoup à ma question, chère, un peu. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, donc en fait, par rapport à toute cette gestion de supply chain, etc., donc actuellement, l'intégration de l'intelligence artificielle est devenue impérative pour l'automatisation des tâches et la gestion. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'une entreprise ne peut pas gérer sa supply chain ou même son organisation au total sans l'intégration de l'intelligence artificielle et de toutes ces technologies avancées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, en fait, l'utilisation de la... Enfin, on peut parler d'automatisation. Donc, l'automatisation est un concept qui va précéder un peu l'intelligence artificielle, puisque les tâches qui restent relativement rébarbatives, maîtrisables, peuvent, pas doivent, mais peuvent être automatisées. Cela va dépendre bien sûr de la technologie, dépendre de l'investissement, dépendre de la nécessité et comment l'entreprise va rentabiliser en fait son automatisation. Donc acheter des automates, automatiser des parties de process ou automatiser par exemple des tâches ou carrément donc parfois des usines ou des chaînes de production va bien sûr aider l'entreprise à développer en fait sa performance, mais ceci n'est valable que dans un certain nombre de types de supply chain. Les supply chains par exemple qui vont aller produire en masse, qui vont maîtriser leur flux et vont pouvoir en fait anticiper sur un investissement à terme. Donc ceci peut éventuellement être bénéfique, mais lorsqu'il s'agit par exemple de supply chain qui vont s'adapter, devoir s'adapter à leur environnement, l'automatisation peut éventuellement être intéressante ou importante d'une manière localisée. Donc automatiser un certain nombre une partie par exemple, un certain nombre de process de l'entreprise. Là, l'intelligence artificielle reste en fait une couche aussi très intéressante pour les entreprises, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle va permettre à l'entreprise de s'adapter à son environnement. Donc, adapter cette automatisation-là,
rendre cet automate intelligent, c'est-à-dire que l'automate va pouvoir analyser son environnement et réagir en fait en fonction d'une logique de raisonnement qui va être implémentée par les ingénieurs de l'entreprise. Et donc là, les ingénieurs, que ce soit des ingénieurs en génie industriel ou les ingénieurs qui sont spécialisés en management industriel, en data science ou d'autres types d'ingénieurs, notamment éventuellement donc, des automaticiens ou autres, donc, ou des électroniciens. Ces pratiques-là sont communes. Donc aujourd'hui, en fait, on retrouve beaucoup d'entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Certes, c'est un on va dire buzzword, donc où c'est un concept qui commence, on va dire, à prendre, mais le concept existe depuis la nuit des temps et les entreprises l'utilisent en fait sur plusieurs process. Donc aujourd'hui, en fait, ils deviennent de plus en plus importants puisque les technologies et l'infrastructure d'acquisition de données s'est développée. Donc nous avons justement, par exemple, des technologies IoT qui vont permettre de connecter en fait nos ressources, notamment nos machines, nos camions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vont permettre en fait une acquisition en temps réel, une analyse de ces données-là et l'adaptation ou un peu la modélisation, la structuration de ces données, l'identification des modèles de connaissances, comme par exemple dans les processus KDD, Knowledge Discovery and Databases. Donc on peut identifier en fait des connaissances et on peut en fait les appliquer. Et cette connaissance-là reste relativement dynamique puisqu'en fait l'algorithme va adapter le modèle donc au fur et à mesure de l'acquisition de données. Et bien sûr, donc, nous avons aussi des techniques qui se développent pour l'évaluation de la robustesse de ces modèles-là et leur impact en fait sur la performance de l'entreprise, notamment donc, la performance opérationnelle, financière ou autre. Voilà, donc automatisation, donc il faut bien comprendre la notion d'automatisation, bien comprendre l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, donc il y a énormément de projets, donc justement j'invite tout le monde à essayer de regarder un peu ce que font les étudiants d'abord, donc à l'École nationale polytechnique, notamment donc, dans les projets de fin d'études, qui restent des projets d'excellente qualité, pratiquement donc, des projets de professionnels avec des résultats très intéressants et des approches très sophistiquées, très adaptées et développées très vite par des étudiants donc, qui restent néanmoins très compétents. Parlons de systèmes d'information. Donc en fait, quelles sont les pratiques que vous avez observées durant votre expérience, étant donné que vous êtes aussi enseignant-chercheur dans les systèmes d'information? Qu'est-ce que vous avez observé dans les entreprises qui ont permis, en intégrant de nouvelles innovations ou les pratiques actuelles en termes de SI, qui ont permis d'améliorer leur performance? Généralement, les entreprises ont besoin d'informations, bien sûr, ont besoin donc de systèmes d'information. Donc, système d'information qui va impliquer à la fois des technologies, donc, qui sont par exemple des technologies d'acquisition, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi donc, des logiciels, notamment donc, comme les ERP, les WMS, les TMS, donc, qui permettent de gérer de planifier les opérations de l'entreprise, de gérer les entrepôts, de gérer le transport, ainsi de suite. Mais aussi donc d'autres technologies qui vont permettre d'améliorer la prise de décision. Donc des technologies, ce qu'on appelle de la BI, de la Business Intelligence. Donc nous avons plusieurs exemples, plusieurs projets donc, qui ont été menés en grande partie à l'École nationale polytechnique. Par exemple, dans un certain nombre d'entreprises multinationales, donc, certaines, par exemple, souhaitent développer leur expansion dans le territoire national, ont souhaité un peu gérer leurs prestataires logistiques. Donc, par exemple, il y a une fois, donc, nous avons eu un cas où une entreprise donc, a voulu développer son expansion dans le territoire national. Donc, ils ont fait appel à leurs prestataires. Donc, ils leur ont
enfin, ils ont utilisé un mécanisme classique, donc par exemple de discount. Donc, ils leur ont fait des réductions donc, par rapport au prix pour pouvoir en fait livrer les produits dans des points assez éloignés des usines de cette entreprise-là. Donc, c'est un premier niveau en fait de problématique. Donc, les prestataires logistiques donc, ont un comportement qui va un peu maximiser leurs gains. Donc, ces prestataires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, généralement, ils vont essayer d'une part donc, de prendre bien sûr les réductions, mais d'autre part, ils peuvent éventuellement donc, aller livrer le produit, non pas donc, dans le point où qui a été prévu dans le contrat, mais vont livrer en fait à un point relativement proche. Donc ça, c'est un peu le business. Mais il y avait en fait une solution technologique qui était proposée, qui a été utilisée par l'entreprise, qui est l'installation des bornes d'enregistrement. Donc l'entreprise a installé des bornes d'enregistrement un peu partout dans le territoire national, ce qui a permis en fait à ces prestataires donc un peu de s'enregistrer dans les différentes bornes, et elles pouvaient en fait voir que effectivement, donc ce prestataire-là s'est déplacé vers tel ou tel endroit. Donc, de plus, donc même si ces prestataires vont se déplacer à ces endroits-là et ne vont pas vendre le produit de cette entreprise, donc elle va rajouter une solution technologique qui est l'installation de caméras pour pouvoir en fait détecter la plaque d'immatriculation, analyser la plaque d'immatriculation et rajouter encore une autre solution technologique qui est justement le fait de photographier les camions débâchés pour pouvoir éventuellement voir ce qu'il y a en fait dans le camion, puisque ces produits-là, lorsqu'ils se vendent en capital, donc sont beaucoup plus chers que lorsqu'ils se vendent dans d'autres marchés en fait à l'est ou l'ouest. Et l'entreprise a pu justement régler ce problème, on va dire stratégique, à travers l'implémentation de solutions à la fois technologiques, mais aussi un peu financières, pour pouvoir en fait ne rétribuer que ceux qui vont distribuer en fait leurs produits dans des zones qui sont visées par cette entreprise-là. Donc vraiment, ils ont tout ça, ça a permis de suivre le produit. Oui. On va dire la fin de production, la distribution sur exactement chaque produit, de chaque camion, de chaque chauffeur, à chaque borne d'enregistrement. Du coup, ils se disent telle quantité est partie vers tel endroit, tel chauffeur, enfin tel camion a vendu telle quantité, et bien sûr en photographiant le camion débâché, oui, donc ça peut être, ça c'est une partie de la solution. Okay. Donc généralement les entreprises dans ce cas-là donc, ont ce qu'on appelle les flottes propres et les flottes affrétées. La flotte propre, donc on peut baliser le camion avec une balise GPS, donc on peut suivre le camion, on peut savoir que le camion est vraiment parti, par exemple, vendre le produit dans un tel ou tel marché, mais parfois en fait lorsqu'on est face à un prestataire, on ne peut pas en fait assurer cela. Donc c'est pour ça que l'entreprise a essayé de trouver à la fois donc, une solution qui est technologique et qui est un peu organisationnelle, en termes de structure de la chaîne logistique et de la chaîne de distribution, pour pouvoir en fait distribuer son produit dans les marchés qui sont ciblés. D'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité, par exemple dans le secteur agroalimentaire, ont utilisé en fait aussi des solutions. Donc, le produit, donc moi je veux que le produit soit chez tel ou tel vendeur. Donc, ils ont installé des solutions de triangulation, de croisement de données. Donc, la personne, elle part, donc elle scanne le code à barre. Le code à barre, donc, il est disposé chez le vendeur, et la donnée, donc, elle est un peu croisée avec une donnée satellite, donc une position GPS. Et là, donc, l'application s'ouvre pour que le distributeur peut vendre en fait le produit. Parce que s'il n'est pas disposé donc devant le vendeur, donc il ne peut pas en fait vendre le produit. Et ça, c'est des
c'est des solutions. En fait, ils ont poussé Tqaraïd jusqu'au bout. Genre, Exactement. ils savent à n'importe quel moment leur produit exact, telle référence. Exactement. Donc, Ouais. et ça, c'est un peu les solutions qui se développent au fur et à mesure, donc d'une manière un peu incrémentale. Donc, chaque fois, on a un problème, on essaie de le résoudre. Donc, c'est ça, en fait, d'une part, donc, le domaine du génie industriel. Donc, on a un système industriel et on a à la fois donc, des problèmes réels. Donc, là, je veux, par exemple, distribuer tel ou tel produit dans tel ou tel endroit. حبيت نعرف تاني que je veux savoir le produit donc est-ce que je produis par exemple tel ou tel type de boisson شنو هما les arômes que je dois produire donc comment par exemple assurer la qualité. Alors voilà, par exemple j'ai un produit laitier lorsque je le goûte en usine et lorsqu'il est goûté donc, par le client final, est-ce que c'est le même goût en fait? Donc parfois en fait il faut une solution de traçabilité, لازم نعرف donc d'où est passé le produit et parfois en fait on peut intégrer même des technologies, des petits capteurs de température pour pouvoir en fait déterminer la température tout au long de la supply chain. Donc نعرف est-ce que par exemple le distributeur fait le camion, est-ce que Taffa, est-ce qu'il a éteint son climatiseur, en fait, son système de réfrigération. Et donc, peut-être la texture à la fin donc, devient plus, enfin, moins, le goût va, Enfin, ça va être de moins bonne qualité. Exactement, de moins bonne qualité. Et donc l'entreprise doit justement s'assurer par rapport à cela. Et surtout qu'il y a aussi parfois, donc, dans certains cas, des problèmes phytosanitaires. Donc ça dans certains cas, dans le marché تاعنا, où des personnes, en fait, il y avait des risques assez importants. Donc certaines personnes ont perdu leur vie à cause justement de ce type de problème. Donc les entreprises doivent s'assurer que la chaîne de froid, par exemple, est maîtrisée, que la chaîne de froid est respectée et doivent responsabiliser toute personne qui ne respecte pas, en fait, par exemple, la chaîne de froid. Par exemple, واحد يطفي le climatiseur تاعو le système de refroidissement تاعو, soit en stockage ou là en transport. Donc il doit être porté comme responsable des conséquences en fait de ces pratiques. Voilà. Donc c'est juste quelques exemples par rapport à ça. Mais en fait ça dépend des produits. Donc c'est pas tous les produits qui nécessitent un certain conditionnement. Oui, oui, bien sûr. Donc ça dépend des produits. Donc ça c'est juste des exemples qui sont donnés comme ça pour voir, donc un peu pour converger, pour un peu ramener les problèmes technologiques, les problèmes de système logistique et les problèmes en fait réels relatifs aux clients, à l'entreprise, à la qualité, au goût. Par exemple, l'année dernière, on a eu un projet dans ce sens où un producteur donc, de produits agroalimentaires donc, a eu des problèmes par rapport au goût. Et parfois, en fait, soit c'est des problèmes d'emballage, soit c'est des problèmes de stockage, soit c'est des problèmes de conditionnement, soit c'est des problèmes de transport. Parfois, en fait, on voit bien donc, les camions qui transportent les produits alimentaires. Donc, parfois, ils sont un peu exposés au soleil et c'est des produits qui sont un peu fragiles par rapport à cela. Et ils doivent justement respecter cela. Donc ça, c'est un peu les produits agroalimentaires, mais on peut trouver, par exemple, d'autres produits. Je me souviens, donc, il y avait un projet assez intéressant dans la période de la pandémie, donc de la Covid, où il fallait en fait alimenter les hôpitaux en gaz industriel, notamment donc le gaz médical. On se souvient de la pénurie, des des polémiques. Ouais. Voilà, un peu partout dans le monde. Donc il y avait des problèmes en fait, un peu partout. Donc il y avait là, par exemple, il y a deux exemples sur lesquels on est passé. Et surtout donc, le premier problème relatif au gaz industriel, au gaz médical. Donc là, on a fait carrément un projet, c'était un projet de fin d'études. Réalisé avec une entreprise donc de production de gaz industriel, notamment donc le gaz médical. Et il fallait justement, d'une part, donc, savoir, donc on avait en fait deux problématiques. Donc la livraison de gaz en vrac, donc par exemple aux hôpitaux. Donc premièrement, il fallait savoir
que le gaz au niveau de l'hôpital a été consommé, donc il fallait avoir l'information. Et il fallait donc trouver quelles sont les solutions technologiques et les capteurs qui nous permettent justement de voir que le gaz est consommé en fait au niveau des hôpitaux et comment cette information peut éventuellement remonter à l'entreprise. Donc ça, c'est une première problématique. Il y avait une deuxième problématique très importante qui est celle, par exemple, des bouteilles, parce qu'en fait, la capacité de production de l'entreprise dépendait des bouteilles. En fait, l'entreprise produit et stocke dans des bouteilles. Donc, si les bouteilles sont perdues, ne sont pas tracées, ne sont pas suivies chez les clients, donc le client, il est là, donc il a une bouteille, même si elle est vide, parfois il ne communique pas l'information. Donc, on a on va dire une capacité en termes de nombre de bouteilles qui va conditionner un petit peu notre production, notre distribution. Donc, il faut d'une part donc, essayer de trouver une solution par rapport à l'information donnée par la bouteille elle-même pour le consommateur. Donc, il faut que je vois si la bouteille est vide ou pas. Il faut le savoir dans un premier temps. Il faut savoir où est la bouteille pour pouvoir en fait la récupérer. Et là, on revient en fait à la problématique liée, par exemple, à la durabilité entre parenthèses, et qui est celle justement de la closed loop supply chain. Comment en fait retourner ces bouteilles-là à l'entreprise? Comment les tracer d'une part, éventuellement en utilisant donc un système de blockchain, de smart contracts. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs producteurs et on a plusieurs bouteilles. Parfois, les bouteilles se perdent. Donc, notre bouteille peut aller chez un autre producteur. Et donc là, donc on peut tracer nos bouteilles en utilisant ce type de technologie. Donc, on n'a pas utilisé la blockchain, mais on a utilisé des systèmes de traçabilité des bouteilles. Et on a pu en fait augmenter la capacité de production pour pouvoir en fait éventuellement sauver des vies. Parce qu'en fait, la disponibilité de l'oxygène, c'était une condition primordiale éventuellement au sauvetage d'un certain nombre de personnes. Et donc, éventuellement, donc, la disposition de cette matière-là, donc de l'oxygène, dans les différents hôpitaux. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Il ne faut pas voir le mal partout. Bon, mais en fait, c'est vrai, la traçabilité les produits, c'est pas que est-ce que telle ou telle personne est malhonnête, mais même dans ce cas-là, ça permet de recycler les bouteilles. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le secteur agroalimentaire, où là, vous pouvez voir telle région consomme tel produit, vous pouvez peut-être produire plus et produire moins pour un autre produit pour pas avoir des retours, etc. Bien sûr, oui. Donc là, par exemple, en récupérant l'information des différents points de vente des marchés, et parfois donc, on peut utiliser d'autres mécanismes, notamment donc, les études de marché, donc une étude de marché. Donc certains font des études de marché juste pour comprendre, d'autres juste pour avoir une information par rapport à tel ou tel produit. Et donc on arrive à cibler en fait les marchés les plus à même à consommer ce type de produit. Donc parfois, ça peut être aussi utilisé dans le secteur, ça peut être utilisé aussi dans le secteur des médicaments, où on peut caractériser carrément donc, des zones géographiques, des maladies spécifiques donc à un certain nombre de zones géographiques et disposer donc, les produits pharmaceutiques dans les pharmacies qui sont proches de ces environnements-là. Surtout le secteur pharmaceutique, j'imagine que même pour le stockage et la conservation du médicament, donc il serait bien sûr plus judicieux de cibler, histoire de mieux gérer la production. Exactement, exactement. Et donc ça, le stockage, c'est déjà en termes de quantité, puisqu'on a par exemple des produits qui doivent être disponibles en pharmacie très vite, mais on a aussi, comme on l'a eu justement dans la pandémie, parfois des conditions de stockage qui peuvent éventuellement ne pas être adaptées au type, par exemple, de vaccin. Donc, on a eu des vaccins qui se stockaient au froid négatif à moins 80 degrés. On n'a pas pu en fait avoir ou récupérer ces vaccins-là puisqu'il n'y a pas la capacité de stockage en fait nécessaire et adaptée dans un certain nombre d'endroits. C'est pour ça que plusieurs pays en fait ont choisi les vaccins qu'il était possible de stocker en fait dans
dans les villes proches des centres de vaccination. Donc là, on a parfois des problématiques technologiques, parfois des problématiques, par exemple, de stockage, de quantité. C'est pour cela que là, vous voyez que le supply chain management, donc il va un peu intégrer la partie informationnelle avec la partie flux, avec bien sûr la compréhension des clients, les secteurs d'activité. Donc le secteur d'activité de l'automobile n'est pas comme le secteur d'activité auto-aéronautique, par exemple, n'est pas comme secteur de l'agroalimentaire, n'est pas comme secteur, par exemple, des gaz industriels, n'est pas comme dans le secteur de l'énergie, par exemple. Actuellement, nous avons beaucoup de projets à l'École polytechnique donc, relatifs à la production, par exemple, d'hydrogène à travers donc, soit la biomasse, donc récupération des bouts des eaux usées ou à travers la récupération des biomasses, par exemple, après avoir traité les composts, ainsi de suite, les déchets ménagers, par exemple, produire, méthaniser ou produire du méthane, en fait, à travers ces produits, utiliser des process comme l'électrolyse pour la production de l'électricité, ou après, donc, la méthanisation, récupérer du CO2, produire de l'hydrogène vert pour pouvoir être utilisé soit par les industries en question. Donc, nous avons eu l'année dernière un projet aussi avec... donc, actuellement, nous avons des projets de recherche et des projets de professionnels, donc avec un certain nombre d'entreprises et d'institutions. Mais on avait eu l'année dernière, justement, un projet avec une multinationale, donc, où nous avons proposé toute une structure de récupération de production de gaz industriel, de gaz notamment donc l'hydrogène, pour pouvoir en fait l'utiliser soit par exemple dans des process de l'entreprise elle-même, ou soit peut-être, donc on n'a pas vraiment prévu la vente ou le stockage du produit pour pouvoir être utilisé dans d'autres industries. Mais cela est possible. Donc, par exemple, on peut utiliser des concepts comme Open Loop Supply Chain, donc où on récupère en fait les produits, on recycle, et puis donc, ces produits-là sont utilisés dans d'autres industries. On peut les récupérer, les recycler, les utiliser dans notre industrie, où on va fermer. Et parfois, en fait, on peut éventuellement utiliser les produits qu'on récupère comme étant des matières premières, comme par exemple les industries du verre. Donc on récupère du verre cassé, on l'utilise en tant que calcin et on le réintègre en fait dans la chaîne de production. Donc voilà, donc il y a des industries qui récupèrent. Donc les business models donc, sont très diverses et on peut éventuellement donc, trouver beaucoup de solutions par rapport à ce type de pratique. Ouais, donc on voit très bien le sujet de l'écologie actuelle. Exactement, oui. Donc c'est très important et c'est pas que, on va dire, c'est pas que la green attitude. Donc c'est de la rentabilité, c'est de l'argent, voilà. Donc parfois c'est géopolitique. Donc et parfois on est un peu obligé. C'est pour ça que dans la logistique internationale, ça s'est développé en fait après la pandémie. On a travaillé dans le domaine de l'électroménager et le fait de récupérer des pièces du marché, donc on ne pouvait pas en fait importer les pièces, il fallait en fait les récupérer en récupérant on a travaillé sur les machines à laver, en récupérant des machines à laver soit en fin d'utilisation ou en fin de vie. On récupère les pièces, on réintègre en fait les pièces en informant bien sûr le client, en réintégrant les pièces dans la supply chain ou dans les services par exemple de maintenance ou de services après-vente des entreprises en question. Donc parfois en fait les entreprises vont développer ce qu'on appelle un local content, c'est-à-dire que vont développer des fournisseurs et ça colle bien avec on va dire toutes les politiques des gouvernements. Donc on a par exemple ici en Algérie, donc ça peut être par exemple dans d'autres pays,
en Asie, en Europe, aux États-Unis, où on est dans une logique de reshoring, c'est-à-dire de relocalisation. On veut récupérer, en fait, soit créer un écosystème des entreprises, des fournisseurs, soit récupérer, en fait, des fournisseurs qui ont été délocalisés avant. Et donc, on crée ce local content-là. Donc, on crée un peu une espèce de dynamique géographique pour pouvoir gérer les flux, parfois, donc même en intégrant la notion de flux synchrone, c'est-à-dire que le fournisseur doit être très proche de l'entreprise en question. Donc voilà, donc il y a tout, on va dire, ces concepts qui sont interdépendants, technologie, même géopolitique. Là, on a vu que le monde maintenant il est en train de bouillonner en fait, donc la logistique devient une problématique très complexe puisqu'on doit assurer justement une certaine résilience des entreprises. Bon, ça va être, je pense, la dernière question, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets. Bon, il faut savoir qu'on est ingénieur industriel, mais la question, elle nous concerne à nous. Comme vous, peut-être dans un futur proche, on espère, des génie industriel. Monsieur, pour vous, quel est le profil idéal d'un ingénieur industriel? C'est un peu comme le profil qui est formé à l'École nationale polytechnique. Donc, celui qui a donc à la fois des compétences en technologie, donc il peut maîtriser donc, plusieurs technologies, il peut maîtriser les principes de base liés à la science, donc il peut éventuellement résoudre des problèmes techniques, des problèmes technologiques, mais il est aussi donc quelqu'un qui peut réfléchir en termes de manager, intégrer donc des problématiques organisationnelles. Il a d'excellentes soft skills puisqu'il communique beaucoup. Il essaye de comprendre d'abord, de simplifier, de vulgariser puisqu'il communique avec beaucoup de monde. Donc cette capacité-là, elle est très très importante. Par exemple, vous avez un génie industriel donc, qui travaille dans le domaine pharmaceutique. Donc, il faudrait expliquer justement aux pharmaciens comment fonctionne le système, lui expliquer le lean management, lui expliquer. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est très important de savoir communiquer pour expliquer le lean management. Exactement, donc il faut qu'il soit donc, clair pour eux. Donc, des approches, des techniques donc, qui ont été développées notamment par exemple par les Japonais et qui vont un petit peu être utilisées dans certains secteurs d'activité. Ça peut être dans d'autres secteurs, notamment dans les secteurs de la mécanique, de l'automatique. Donc le génie industriel, donc, il maîtrise donc, toutes ces on va dire ces sciences ou ces techniques-là. Du coup, en fait, il ne doit pas maîtriser la technologie en elle-même, mais il peut s'adapter pour comprendre un peu les concepts afin de les améliorer et de les optimiser. Voilà, donc déjà, il est excellent en termes de sciences fondamentales. Donc ça, c'est très important. Donc ensuite, donc, il y a une couche en termes de technologie. Donc il doit un peu connaître et maîtriser donc, plusieurs technologies. Enfin, le niveau de maîtrise, bien sûr, par exemple, des aspects de capteurs, d'électronique, ce n'est pas comme un électronicien, mais il doit comprendre en fait le principe. Il doit savoir utiliser la technologie, évaluer éventuellement à un niveau de maîtrise donnée donc la technologie et comment il peut l'utiliser, comment il peut l'intégrer. Même chose pour, par exemple, éventuellement un certain nombre de procédés chimiques, par exemple. Ça peut être donc, dans un autre domaine de la finance. Donc, il peut rapidement donc, s'intégrer dans un environnement financier. Il peut s'intégrer dans un environnement agroalimentaire. Il peut maîtriser un certain nombre de techniques relatives à la mécanique, à l'automatique, à l'électronique, au génie de l'environnement. Donc, il est un peu, on va dire, un polytechnicien par excellence. Et à la fois, donc, il va intégrer, en fait, comme un balai. Non, allez, je ne vais pas vous mentir, à partir de... Excellent. Non, excellent, c'est bon. C'est génie profil idéal de génie industriel, c'est la formation de la Polytech. Voilà, mais voilà, exactement. Donc, voilà, donc on essaye de... Même si, après, bien sûr, il y a des écoles, il y a des approches. Quand je dis école, c'est des écoles de pensée.
Certains donc, vont voir en fait le génie industriel, quelqu'un qui est spécialisé par exemple en productique. Donc ce n'est pas en fait le but. Le but c'est qu'il maîtrise la productique, il connaît bien la productique, mais qu'il arrive justement à appliquer les principes de la productique en interagissant avec de l'automatique, de l'électronique, avec de la planification de production, avec de la conception des entrepôts, la conception des usines, avec de l'ingénierie et de la gestion de projet. Donc tout ça, en fait, c'est des compétences, on va dire, pluridisciplinaires qui vont amener l'étudiant à avoir à survoler plusieurs domaines sans pour autant être spécialiste d'un domaine défini. En fait, c'est un peu la tendance. Moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup de professionnels, notamment donc aux États-Unis, en Angleterre, en Asie, en Chine, dans les pays du Golfe, dans plusieurs pays européens. Et la nouvelle tendance, en fait, même les universités européennes et occidentales, et même asiatiques, donc essayent un peu de créer ces profils-là qui sont très très rares en fait. Des profils donc, qui sont à la fois donc, qui maîtrisent les aspects techniques et technologiques, les aspects scientifiques, qui sont très bons, donc par exemple en mathématiques, en informatique, et qui sont aussi donc, très, on va dire, très bons lorsqu'il s'agit d'aspects managériaux, même psychologiques, et qui vont communiquer donc, aisément, qui vont un peu traduire les concepts entre un informaticien, entre un technicien, peut-être un électrotechnicien, un automaticien et éventuellement donc quelqu'un donc, qui est dans le HSI. Et voilà, donc ils créent en fait cette dynamique. C'est des personnes donc, qui sont très prisées dans plusieurs pays. C'est pour cela que les entreprises n'hésitent pas justement à recruter des génies industriels et sont dans tous les cas très très satisfaits justement de ce type de profil. Parce que c'est des types de profils, c'est des personnes qui maîtrisent en fait les systèmes industriels au sens large du terme. Voilà. En fait, le génie industriel, c'est pas que, on va dire, juste vous formez pas la personne à ce qu'elle maîtrise des modules BRC. Vous la formez pour avoir une idéologie. Et l'idéologie, ils peuvent s'adapter à n'importe quel domaine, à n'importe quel type de processus. Ils s'adaptent plus facilement. Exactement. Donc ça, c'est un terme magique, l'adaptation. Aujourd'hui, en fait, les entreprises cherchent des personnes à s'adapter très vite. Les génies industriels ont appris donc, à s'adapter très vite. Donc, lorsqu'on leur donne un travail, donc, ils le font très vite et très bien. Et ça, c'est une compétence que pas beaucoup de professionnels ont. C'est vrai que beaucoup d'ingénieurs ont cette compétence-là, mais une compétence qui reste orientée, par exemple, vers le problem solving, et d'une manière assez large sur plusieurs thématiques, plusieurs problématiques, reste un peu donc une qualité des génies industriels. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Alors, merci monsieur de nous avoir accordé votre temps, d'être venu, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir éclairci beaucoup de points vis-à-vis de nous et vis-à-vis de nos auditeurs. Donc, c'est moi qui vous remercie bien sûr pour ces initiatives. Donc, en tout cas, j'ai trouvé énormément de plaisir à discuter avec vous. Le plaisir est partagé. On a trouvé énormément de plaisir à vous écouter. C'était très intéressant. C'est réciproque. Oui. J'espère que cet échange a été bénéfique pour vous, mais aussi pour nos auditeurs. Et voilà, donc j'espère que ces épisodes donc, permettront à nos auditeurs et permettront à tous ceux qui sont intéressés par le génie industriel d'avoir plus d'informations et d'être plus sensibles à l'importance de ce profil-là. Inch'Allah. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis tout au long du podcast. C'était IEC Talks. Rendez-vous au prochain épisode.